Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, le nombril de la semaine, ma gang de malades. Alors hier, j'étais chez nous avec ma blonde et là, on voyait que le soleil devenait un peu noir, puis que le vent tournait, puis soudainement, pouf! Plus d'électricité pendant une demi-heure et comme mon collègue irremplaçable Maximile me disait tantôt, écoute, il est bien fragile notre système d'hydroélectricité. Quand même, ça prend pas grand-chose pour que soudainement on ait des pannes. Puis il me semble qu'il y en a beaucoup. Vous avez vu à Maisonneuve-Rosemont, complètement débile. C'est vrai qu'à un moment donné, il s'est mis à vanter beaucoup, mais quand même, grosse panne d'électricité, des travailleurs de l'hôpital pognés dans l'ascenseur, les gens qui travaillaient avec une lumière là, comme des soudeurs dans le front, une lumière frontale. Aujourd'hui, toutes les chirurgies qui sont annulées à Maisonneuve-Rosemont. J'ai hâte d'entendre Gaétan Barrette là-dessus tantôt. Il va péter un plomb. Toute notre société est basée sur une chose, la confiance. C'est la colle qui fait que la société se maintient ensemble et on a confiance que nos gouvernements nous donnent leur juste. C'est pour ça qu'on va voter, entre autres, parce qu'on a confiance à ce que les gouvernements nous donnent leur juste. Je ne sais pas si vous avez vu Michel Girard aujourd'hui. 18% des ménages québécois vivraient sous le seuil du revenu viable. Ça, il se base sur des chiffres de Statistique Canada. 18%. 1 sur 5, là. Un Québécois sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté, finalement. Quand tu es un ménage avec une personne seule à Montréal, pour pouvoir vivre décemment, là, ça te prend 40 000 $ par année. Quand tu as un ménage monoparental avec un enfant, ça te prend 52 000 $ par année. Et quand tu as un couple avec 2 enfants, ça te prend 85 000 $ par année, selon les chiffres de Statistique Canada. 1 sur 5 n'arrive pas. Ça va pas très bien au Québec, là. On est une des provinces les plus pauvres au Canada. Mais ce que dit Michel Girard, c'est que le gouvernement tripatouille les chiffres. OK, au lieu de se baser sur cet indice-là, qui est l'indice de revenu viable, le gouvernement se base sur un autre indice. Alors, c'est comme leur propre indice, c'est la mesure du panier de consommation, ce qui fait que finalement, selon leurs calculs et les autres, ça te prend moins d'argent pour pouvoir arriver dans tes fins de mois. T'sais. On dirait qu'ils cachent la situation, ils tripatouillent les chiffres, puis finalement, ça va pas si mal que ça. Là. C'est pas un Québécois sur 5 qui vit sous le seuil de la pauvreté. Non, c'est beaucoup moins que ça. Ils cachent les chiffres, tabarnouche. Il me semble que, je lisais là, un texte de la presse cette semaine. Vous savez, il y a un tableau de bord qui nous permet de suivre tous les gros projets informatiques. On peut aller, n'importe quel citoyen, on va sur ce tableau de bord-là, puis on peut savoir si les gros projets informatiques qui sont en chantier, s'ils respectent l'échéancier prévu et les budgets prévus. Puis là, tu peux savoir, celle-là, il y a un dépassement de coûts. Ben Christy, c'est Charles-Éric Blais-Poulain de la presse qui écrit, puis il dit, non, les organismes qui chapeautent ces différents gros projets électroniques, ils jouent avec les chiffres. Ils cachent certains chiffres, etc., qui fait que tu n'as jamais l'heure juste. Tu penses que c'est correct, qu'il n'y a pas de dépassement de coût, alors que non. Ils tripatouillent les chiffres. Les organismes font ça, les sociétés d'État, le gouvernement. Puis après ça, on dit on est transparent. Vous n'êtes pas transparent, pas en tout. Je trouve que c'est vraiment un déni de démocratie assez incroyable. Je veux revenir sur l'entrevue que j'ai faite hier avec Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a critiqué la stratégie du Bloc
en disant le Bloc croit qu'il faut mettre, d'ailleurs, vous avez vu, c'est dans le Devoir aujourd'hui, là, Yves-François Blanchard en remet une couche, là, en disant non seulement il est prêt à collaborer avec M. Carney, puis à lui donner son aide pour que le Canada devienne plus efficace, mais même il dit il faut mettre la partisanerie de côté, là, puis il faut travailler tous ensemble. On dirait qu'il a bu le Kool-Aid du fédéralisme. Et visiblement, Paul Saint-Pierre Plamondon était mal à l'aise avec cette stratégie-là, parce que la stratégie du PQ, c'est de dire on veut sortir de ce pays-là, là. On ne veut pas travailler avec lui pour qu'il devienne plus efficace, puis tout ça. On veut rien. Jamais le Canada va donner au Québec ce que le Québec lui demande. Jamais. Ça ne donne rien d'essayer de travailler avec eux autres. Ce qu'on veut, nous autres, c'est sortir. Bref. Alors, c'est ce que disait hier assez clairement Paul Saint-Pierre Plamondon. Et je veux en reparler brièvement avec Nick Payne, que vous entendez sur nos ondes ici. D'ailleurs, hier, il revenait sur le résultat des élections avec Joseph Facal, parce que Nick a une métaphore qui me fait hurler de rire sur la stratégie du Bloc québécois. Et Nick fait un lien entre la stratégie du Bloc québécois et le film et la pièce Un dîner de con. Il est avec nous. Salut Nick. Salut Richard. Quel est le lien? Alors, explique-nous ça. Écoute, un petit 2-3 minutes, là, un quickie, comme on dit. Là. Explique-nous le lien entre la stratégie du Bloc et le film Un dîner de con. Bon, mettons nos auditeurs en contexte. Est-ce qu'on a l'extrait, là, ou non? On a l'extrait, mais mets l'extrait en contexte. Bon, là, okay, en contexte. On va jouer l'extrait. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce chef-d'œuvre, Le Dîner de con, le film est sorti en 1998, c'est l'histoire d'un snob, un monsieur bourgeois, qui reçoit des cons à souper, un con par souper, pour des soupers entre amis où il se moque du con. Évidemment, le con ne sait pas qu'il est un con. Alors, le snob peut avoir rencontré le con dans un bureau, au gouvernement, au marché, peu importe, c'est quelqu'un qui est venu faire un job chez lui, qu'importe. Et le con ici, c'est le snob, c'est Thierry Lhermitte, et le con, c'est Jacques Villeray. Alors là, le con arrive un peu d'avance pour le souper, et au moment où Monsieur Brochant, le snob, vient de s'engueuler avec sa femme est partie. Et là, il est bien catastrophé de ça, puis il cherche sa femme. Il se demande si elle ne serait pas par hasard chez Juste Leblanc. Le gars s'appelle Juste, ce qui fait dire au con, « Ah bon? Il n'a pas de nom de famille ou il n'a pas de prénom, je ne me souviens plus, il a juste un nom. » tu sais. Et donc, et là, ils ont l'idée tous les deux de faire en sorte que le con, c'est-à-dire François Pignon, dans tous les films de Francis Weber, il y a un con qui s'appelle François Pignon. Enfin, il y a plusieurs films où il y a tellement que d'ailleurs, il y a 11 François Pignon qui ont porté plainte à l'endroit de Francis Weber, il y a plusieurs années. Incroyable, mais vrai. Alors donc, les pauvres François Pignon. Alors donc, le con va appeler chez Juste Leblanc en se faisant passer pour un producteur de films pour vérifier subrepticement si la femme du snob ne serait pas chez lui. Donc, le snob, c'est Brochant. Il va se faire passer pour un producteur qui cherche à acheter les droits d'un roman que Juste Leblanc a acheté. Est-ce que tu me suis? Oui. Je sais que c'est un peu... Bon. Alors, le con appelle. Il appelle chez Juste Leblanc. Appeler Juste Leblanc, et c'est un prétexte, là, de dire, il fait semblant de vouloir acheter les droits de son roman, mais finalement, à la fin de la conversation, il doit dire si par hasard, la femme du gars, elle est là. Parce que c'est ça le but. C'est de savoir la femme du snob, est-ce qu'elle est là ou pas. Le but n'est pas, bien sûr, d'acheter les droits du roman. Tout ça n'est qu'un prétexte. On regarde l'extrait en question. Pas au complet, la scène dure 4 minutes, mais on regarde la fin de la scène. Écoute ça. Ben, si vous n'êtes pas trop gourmand... Enfin, on réglera les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, monsieur? Monsieur? Va, Briguel, alors écoutez. Alors, écoutez, je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. Entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Ouh là 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 là. Et pour pas cher, à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'est génial, cet extrait. Alors, c'est ça. Il est tellement con. Explique-nous pourquoi ça te fait penser
à la stratégie du Bloc. Parce que ça, c'est une métaphore du gars qui était supposé jouer un rôle temporairement, puis qui s'oublie tellement dans le rôle, il y prend goût tellement qu'il oublie complètement que c'est factice et que c'est pas ça le vrai sens de sa démarche. Ben moi, quand je vois, et là, mon Dieu, il y a des gens qui vont penser que je les insulte, et c'est pas le cas, là, mais quand je vois des bons souverainistes, péquistes et bloquistes qui sont contents que le Bloc ait obtenu un certain nombre de sièges ou que le chef du Bloc ait bien paru dans le débat en anglais, ou que le Bloc ait réussi à obtenir une augmentation des pensions de vieillesse pour les gens en Alberta, tu vois. Et là, ils sont contents, ils trouvent que c'est une belle performance. Moi, j'ai toujours cette image, clac, ça y est, on a les droits. En disant, OK, ils ont juste complètement oublié ce que le Bloc devait faire là-bas. Le Bloc, à l'origine, c'est supposé être temporaire. Et puis là, pendant un petit bout de temps, tu t'occupais le terrain en attendant le référendum. Mais là, comme ça s'est étalé dans le temps, les bloquistes sont obligés de se bricoler une mission, là, puis ils sont mis à y croire tellement qu'ils sont souvent de meilleurs fédéralistes que les fédéralistes. Et Pignon, voilà, c'est exactement c'est ça. Alors, tout comme Pignon dit, hey, on a les droits, alors que c'était pas le but premier de son appel. La même chose, le Bloc clown québécois. pendant 5 minutes et il oublie ma femme. On a réussi à obtenir de meilleures pensions de vieillesse pour les gens de l'Alberta. C'est parce que c'est pas ça ton rôle. C'est comme si c'était ça le but. Mais oui, exactement. oui. Il fallait qu'il appelle chez Juste Leblanc en faisant semblant de vouloir acheter les droits du roman pour en fait savoir si la femme de Brochant était là. Et il oublie la femme. Après, il veut rappeler. L'autre dit, non, regarde, on laisse faire, là. Alors, redis-moi ce qu'il dit quand il raccroche. Ça y est, on a les droits. Il a marché à fond, le gars. C'est ça y est, il a les droits. J'ai pas le verbatim, là, mais c'est ça. Alors, et le pour Bloc, pas cher, en le plus. Bloc québécois, c'est la Pour nouvelle pas cher. devise. Ça y est, on a les droits. Le Bloc québécois. Richard, tu vas me valoir un paquet d'ennemis, là, plus que jamais. Merci, bonne journée. Merci. Je vous ai pas traité de con, les amis. Là. OK, salut. Non. Salut. C'est rien que ça me faisait extrêmement rire. Et puis, c'est une occasion de repenser l'extrait. Quel Alex, film? C'est un film, là, je sais pas combien de fois je l'ai vu et je me pisse dessus à chaque fois. Moi, c'est un des C'est films préférés à incroyable. mon père. Puis chaque fois que je le réécoute avec lui, puis il le connaît par cœur, puis je me dis à chaque fois, là, bon, il va peut-être la trouver moins drôle cette fois-ci. Non. Ça le fait au bord des larmes, chaque fois. Incroyable. Et je ne sais pas si la pièce roule encore ou si cet été, ça va reprendre, mais ils ont fait une adaptation théâtrale et c'est Laurent Paquin qui joue le rôle de Jacques Villeray. Il est absolument fabuleux. Donc, regardez. Il y a si des ça- supplémentaires. Il y a des ouais. supplémentaires. C'est tellement bon, la pièce, là. Laurent Paquin est incroyable là-dedans. Donc, le dîner de con. Merci beaucoup, Nick, de me faire sourire comme